comme pour illustrer que l'innovation technologique est toujours en cours. Cette innovation technologique semble inarrêtable. Cependant, il est aussi donné de constater que le principal obstacle à cette innovation technologique est très souvent la confiance. Et parlant de cette confiance, une étude du cabinet McKinsey publiée en juillet 2019 essaye de dresser l'état de la confiance à l'épreuve des grandes mutations socio-économiques. Et selon ce rapport qui s'est concentré à la France, enfin, comme schéma géographique, la France et l'Union européenne en France, il ressort que pour la population française, 44% des Français estiment que l'avenir sera pire que le présent. Et en explorant les facteurs de cette érosion de confiance, il ressort que 55% de ces Français attribuent comme source de crainte les innovations technologiques. Et de notre point de vue, c'est justement dans cet écart entre l'innovation technologique et la confiance que prend sens la notion d'éthique. C'est précisément entre cette innovation technologique et cette confiance que l'éthique doit s'exprimer comme pont qui doit relier les deux concepts, qui doit en fait resituer la notion de confiance, non pas comme conséquence de l'innovation technologique, mais comme condition préalable à l'innovation technologique. Une condition qui doit être intégrée, incrustée dès la base du processus d'innovation. Et du coup, cette soirée, je voulais dire, pour davantage élargir nos réflexions et nos idées sur ce concept de l'éthique de l'innovation, nous avons jugé intéressant d'avoir comme intervenante une personne qui est plutôt au cœur de ces dispositifs parlementaires de régulation éthique de l'intelligence artificielle, précisément, et des innovations technologiques en général. Je vais me pencher sur mon bord, son profil l'exige. Donc, il s'agit de la députée Valéria Faure-Moussian. Elle est membre du comité pilote d'éthique du numérique, membre de l'Office de l'évaluation des choix scientifiques et techniques, membre du groupe d'études sur la cybersécurité et la souveraineté numérique. Elle fait le plaisir de répondre favorablement à notre invitation en cette soirée. Et sans plus tarder, nous allons lui passer la parole. Madame, vous avez la parole. Je vous remercie. Alors, tout d'abord, un grand merci de cette invitation et un grand merci d'avoir mis ce sujet d'actualité sur la table. Donc, en ce qui concerne mon background, pour permettre de savoir d'où je porte mon expertise. J'ai eu une chance inouïe de participer aux recherches et au travail de Cédric Villani sur le rapport intelligence artificielle, ce qui m'a amené à faire un certain nombre de choses, d'intervention par la suite, et donc de devenir in fine le membre du comité pilote de l'éthique du numérique avec une feuille de route sur l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi l'éthique tout d'abord? On a un comité déjà qui est installé, qui s'appelle le CCNE, qui travaille sur l'éthique de la recherche médicale. Donc, cette façon de travailler est est propre à la France et à l'Europe quant à l'éthique de la recherche. Donc, on l'a déjà expérimenté sur, par exemple, la recherche sur le génome humain ou des choses dans ce genre. Donc, évidemment que l'innovation numérique et les craintes qu'elle peut susciter, puisque elle est difficilement compréhensible par des personnes qui en ont que l'usage et ne sont pas au cœur de la construction des solutions. Évidemment, l'éthique est extrêmement importante. Donc, comment peut-on s'interroger sur cette question d'éthique? Il y a plusieurs éthiques dans l'innovation. Tout d'abord, les règles qu'on se fixe et les limites qu'on se fixe quant à la recherche. Par exemple, quand je parlais il y a un instant de la recherche sur le génome humain, la France a définitivement posé un certain nombre de limites quant à cette recherche-là. Aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle, on se pose la question à savoir quelle est la limite qu'on s'impose. Est-ce qu'on s'impose la limite de la compréhension humaine? Si on devait travailler avec un dispositif d'intelligence artificielle dans l'aide à la décision ou diagnostic médical, par exemple.
un sujet passionnant sur lequel le CNPEN est en train de se pencher, puisque ça fait partie de sa feuille de route fixée par le Premier ministre. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quelle est la limite? Est-ce qu'on est dans l'obligation de l'explicabilité au patient, à l'usager? Évidemment. Et donc, à partir de là, si on devait être dans l'explicabilité, d'une part, il y a la façon dont on rédige et dont on entraîne les algorithmes, mais il y a aussi la façon de comprendre par le professionnel de santé qui pose in fine le diagnostic, de quel est le cheminement qui l'a amené à prendre cette décision. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser la machine au-delà de la capacité humaine à ce stade, puisque on ne sera pas en mesure de maîtriser le résultat. C'est l'une des limites qu'on s'impose aujourd'hui, par exemple. Demain, ces choses-là pourront évoluer en fonction de l'évolution de la connaissance, mais on se pose cette limite. Puis, il y a la collecte de données. Aujourd'hui, en Europe, on a des textes, comme le RGPD, par exemple, qui fixent des limites d'éthique aussi, de collecte, de traitement des données personnelles. C'est extrêmement important de pouvoir protéger nos usagers, nos consommateurs, surtout sur des données personnelles et puis certaines données extrêmement sensibles que peuvent être les données médicales, par exemple. Donc, il est évident que tout le monde n'a pas envie de voir ces données personnelles circuler de manière incontrôlée. Certains de mes collègues parlementaires ont même évoqué l'idée de mettre en place une forme de propriété de données, justement pour qu'elles soient maîtrisées par celui qui les produit, enfin en tout cas celui qui est à l'initiative de ces données. Donc, d'une part, la limite de l'usage de l'intelligence artificielle, par exemple, mais pas que, même n'importe quelle machine, n'importe quel dispositif innovant, il doit être limité à la compréhension humaine par des spécialistes. Ensuite, l'éthique de la collecte et du traitement des données, et notamment des données personnelles. Ensuite, quand il s'agit d'intelligence artificielle, par exemple, les algorithmes sont entraînés. Il y a aussi l'éthique du choix des données sur lesquelles on les entraîne. Aujourd'hui, par exemple, sur la reconnaissance faciale, qui n'est toujours pas pratiquée en France, mais qu'on peut trouver dans d'autres pays, les logiciels de reconnaissance faciale ont beaucoup de mal avec certaines typologies de morphologie de personnes parce que justement, il n'y a pas eu de suffisamment, aucun aujourd'hui dispositif de reconnaissance faciale n'a été suffisamment entraîné sur tout type de morphologie. Et donc, on se retrouve avec une forme de discrimination par ces logiciels de certains types de morphologie, puisque l'algorithme n'a pas l'habitude de les reconnaître parce qu'il n'y a pas eu de pondération. On va retrouver le même sujet, par exemple, sur les logiciels de scoring pour obtenir un prêt de création d'entreprise. On se base sur la statistique antérieure. La statistique antérieure, c'est qu'on octroie beaucoup plus de crédits à diplôme équivalent, expérience équivalente, l'âge équivalent aux jeunes hommes qu'aux jeunes femmes sur l'ouverture de lignes de crédit pour la création d'entreprises. Si on reprend ces mêmes statistiques et qu'on n'y applique aucune pondération, le logiciel reproduit les mêmes biais humains. Et pourtant, l'innovation pourrait potentiellement, et ce serait un avantage considérable, corriger un certain nombre de biais et un certain nombre de discriminations et même résoudre un certain nombre de problèmes sur lesquels les humains sont encore en retard. Et donc, on se retrouve avec un logiciel qui reproduit, voire amplifie les biais antérieurs et donc les scoring faits par ce type de logiciel permettent pas aux jeunes femmes d'obtenir les crédits d'ouverture pour l'ouverture d'une entreprise, contrairement aux jeunes hommes, encore une fois, je répète, à âge équivalent, diplôme équivalent, expérience équivalente. Donc, on a évoqué un certain nombre de sujets jusque-là.
la capacité de compréhension par les spécialistes, la data, sa collecte et son traitement, la capacité de traiter aussi les biais humains et globalement l'explicabilité, c'est-à-dire la capacité de remonter le fil de réflexion de l'innovation. Alors, ça s'applique à l'intelligence artificielle, mais pas uniquement. Aujourd'hui, on a des sujets d'interrogation quant à la robotique. On a un certain nombre de législations, un certain nombre de règles qui autorisent les robots à fonctionner dans un certain cadre et pas d'autres. Donc, tous ces sujets-là de l'innovation nécessitent aussi qu'on intègre l'éthique by design, c'est-à-dire dès le départ de la réflexion, que l'éthique soit intégrée. Sauf qu'un certain nombre de choses n'ont pas encore été traitées. Les règles éthiques n'ont pas été rédigées. Je reviens à mon exemple sur le génome humain, par exemple. En France, dès que l'innovation a été publiée, et il y a des publications médicales, le comité éthique s'est interrogé sur la question. Ensuite, il a donné son avis au Parlement et le Parlement a tranché et a appliqué une législation quant à ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas. En matière d'innovation, il est très complexe d'embrasser toute forme d'innovation en amont. Donc, l'innovation arrive sur le terrain, mais de manière aussi insidieuse, dans le sens où, en principe, une innovation est là pour faciliter les usages, faciliter la vie, accélérer le mouvement de production, mais aussi la vie de nos concitoyens au quotidien. À l'image du téléphone mobile, par exemple, personne ne s'est posé la question lors du déploiement par les producteurs de la téléphonie mobile des conséquences que ça pouvait avoir à l'usage, puisqu'on ne pouvait pas les anticiper. Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec 2 téléphones mobiles, avec une économie de l'attention qui est perturbée. On est en permanence saisi par les notifications. Personne ne pouvait anticiper tous ces biais-là. Aujourd'hui, on parle du droit à la déconnexion, le droit de débrancher. On parle potentiellement aussi d'harcèlement quand on reçoit des notifications professionnelles en dehors des horaires de travail. La téléphonie mobile, par exemple, a énormément brouillé les codes initiaux. Est-ce que ça a été fait sans appliquer l'éthique? Je n'en suis pas persuadée. Est-ce qu'on pouvait en amont se saisir du sujet et s'interroger sur les conséquences? Je ne suis pas persuadée non plus, parce qu'il faut pouvoir pratiquer avant de connaître les problématiques que ça peut poser. Donc, l'éthique de l'innovation, d'une part, il faut lui fixer des limites. Est-ce qu'on autorise, par exemple, une intelligence artificielle totalement autonome, embarquée sur des armes, des drones ou des choses comme ça? Non, là, on peut poser une limite. Là, c'est quelque chose qu'on peut anticiper en amont. Il faut traiter l'intelligence artificielle aussi de manière globale et mondiale, internationale. Pourquoi ne pas poser des limites au niveau mondial dans un consensus avec l'ensemble des pays, pour se fixer une limite à ne pas dépasser à ce stade tant qu'on ne maîtrise pas la connaissance? La question se pose, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des tensions géopolitiques, notamment économiques, entre les États-Unis, par exemple, et la Chine de l'autre côté. Donc, est-ce que c'est franchement gérable et jouable pouvoir fixer des règles éthiques sur le développement d'un certain nombre d'innovations et notamment l'intelligence artificielle? La question est posée.
je n'ai pas encore vu de réponse définitive, bien tranchée. Déjà qu'on a du mal à se positionner tous ensemble collectivement sur le réchauffement climatique, alors que pourtant les études sont évidentes, alors sur des notions qui relèvent du subjectif, qui est l'éthique, et qui est propre aussi à chaque continent et à chaque culture. Je ne pense pas que le sujet soit facilement tranché. Et de l'autre côté, si on pose des règles éthiques fermes, comme l'usage par exemple de la reconnaissance faciale, on s'ostracise vis-à-vis des pays où les entreprises sont libres de développer un certain nombre d'innovations sans ces règles éthiques. Donc, le sujet est éminemment complexe en ce qui concerne l'innovation. Il n'est pas aussi simple que dans d'autres domaines, ou moins évident en tout cas que dans d'autres domaines, puisque d'une part, l'innovation est un sujet vaste. D'autre part, est-ce que l'éthique ne bride pas par ailleurs l'innovation? Est-ce que fixer les règles fermes et définitives n'empêcherait pas un certain nombre d'innovateurs d'innover? Est-ce qu'ils ne partiraient pas, et là c'est la fuite des cerveaux, ailleurs, là où les choses sont plus simples? Mais il y a aussi le sujet éminemment complexe qui est la paix sociale et le besoin de rassurer nos concitoyens quant au fait que l'innovation, même si elle va vite, de plus en plus vite, elle n'est pas dangereuse parce qu'on maîtrise quelque part sous une certaine forme cette innovation. Et donc, on se retrouve dans cette distorsion permanente. Et d'un côté, on aimerait effectivement déployer, et je vais ouvrir le débat sur la 5G, déployer ces moyens techniques qui permettraient aux entreprises, mais pas que, aux agriculteurs notamment, de pouvoir innover de manière économique sur la production. Et de l'autre côté, une crainte plus ou moins justifiée de ce que la 5G pourrait apporter en termes de surveillance, en termes de mauvaises ondes, en termes de craintes diverses et variées qui sont sur la table et qu'il faut entendre. On ne peut pas aller contre notre nation, contre notre population, quant à ces craintes-là. Et donc, nous avons en tant que responsables politiques des choix à faire qui nécessitent énormément de consultation, énormément de réflexion et qui nécessitent de trouver un équilibre fondamental entre le besoin d'innover, la souveraineté, parce que c'est un choix éminemment complexe de souveraineté. Si on n'innove pas sur notre territoire, on n'a plus la maîtrise de l'innovation, donc on a la subie parce qu'elle vient d'ailleurs, et donc du coup, on a forcément un problème de souveraineté et de résilience. Et donc, du coup, on a le besoin d'être rassuré de la part de nos concitoyens quant à cette innovation. Voilà ce que je pouvais vous dire ce soir, c'est que les sujets ne sont pas tranchés et qu'on a besoin de continuer à réfléchir collectivement et faire de la recherche fondamentale tout en faisant de la pédagogie et réconcilier ces deux objectifs. D'accord. Merci bien pour cette présentation. Je crois. Parfait. Donc maintenant, nous allons entrer dans la phase des questions-réponses. N'hésitez surtout pas à me stopper si ma voix n'est pas audible. Là, peut-être en attendant que les participants se manifestent, je voudrais un peu revenir sur le concept de confiance. Je suppose que dans vos travaux d'audition, vous discutez, vous échangez avec les chefs d'entreprise, principalement ces chefs d'entreprise qui sont impliqués dans
le développement des intelligences artificielles globalement parlant. Alors, vous êtes assez haché, Ezekiel. Pardon? C'est haché, je ne vous entends pas très très bien. Vous ne m'entendez pas très bien, désolé. Et là, c'est mieux? C'est mieux là? Ou... Oui, ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Désolé, je crois que visiblement cette soirée, la technologie n'est pas petite amie avec moi. Donc, j'étais de disant que dans vos travaux d'audition, vous travaillez avec des chefs d'entreprise qui sont impliqués dans le développement des technologies de rupture. Et je voudrais savoir, est-ce que dans leurs travaux de développement, ils se préoccupent de ce rapport de confiance vis-à-vis des citoyens, confiance vis-à-vis des utilisateurs de la technologie. Est-ce que c'est une préoccupation? Et si c'est le cas, dans quelle mesure est-ce que vous réussissez à discerner s'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler le ethic washing? C'est-à-dire, en fait, on donne l'impression que nous avons ce souci d'intégrer la confiance dans notre processus de création, dans notre processus d'innovation, juste pour se donner bonne image auprès du peuple, juste pour se donner bonne image auprès de l'utilisateur. Vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a dans cet aspect de prise en compte ou du moins de priorisation du rapport de confiance avec les utilisateurs? Et comment vous discernez si ces entreprises ne font pas dans l'ethic washing? Je vous remercie. Alors, effectivement, lors de nos auditions, on travaille avec les chercheurs, avec les usagers, avec les entreprises qui déploient. Donc, on essaie d'avoir la palette la plus large possible des personnes qui interviennent dans une innovation. Donc, en ce qui concerne la mise en application de ces innovations, tout dépendra, on va dire, de la provenance de l'entreprise et de sa taille. Donc, quand c'est une entreprise française ou européenne de taille modeste, une start-up par exemple, cette notion d'éthique by design est plus ou moins intégrée, mais il y a le côté culture, si vous voulez, de la protection du consommateur qui est intégré parce qu'on a déjà un certain nombre de lois qui protègent les utilisateurs et donc l'innovation n'est qu'un bout finalement de ce que le consommateur, ce à quoi il a accès. Mais on a déjà le cas sur l'alimentation, on a le cas déjà sur la route, on a déjà le cas par ailleurs. Et de la vie privée. La vie privée est extrêmement protégée en France et en Europe. Le RGPD n'a fait que rajouter une couche supplémentaire sur la partie numérique. Mais globalement, le consommateur est déjà ultra protégé et à chaque fois qu'on a une nouvelle directive, c'est pour protéger les consommateurs. Par contre, quand il s'agit d'une entreprise de taille conséquente, une multinationale, qui vient de l'extérieur de l'Europe, la plupart du temps, il y a une petite tendance à se donner une image d'être au plus proche des utilisateurs, sans pour autant que l'utilisateur soit vraiment pris en compte quant à sa protection. Il l'est par contre fondamentalement en ce qui concerne l'usage. C'est-à-dire que quand ces entreprises-là produisent une innovation, elles le font dans le but d'être accessible, lisible, compréhensible du point de vue marketing, que l'usage soit facile, intuitif. Donc de ce côté-là, il y a une prise en compte du consommateur pour qu'il soit le plus acquis possible, converti possible à l'innovation. Par contre, en ce qui concerne sa protection individuelle et personnelle, je pense que c'est moins le cas. En tout cas, c'est les conclusions que j'en tire. Merci bien pour cette réponse. Et Yacine, je ne sais pas si à ton niveau, tu as des questions. Bonjour, est-ce que je peux poser une question? C'est qui intervient, excusez-moi? Alors, je suis Carole Henry, je suis directrice d'innovation et digitale chez Engie. J'ai une question relative à la confiance et relative à la blockchain.
Et donc, je me posais la question, vous avez, madame, et merci beaucoup pour votre intervention qui est vraiment très informative. J'aimerais savoir si vous avez regardé les aspects blockchain justement pour établir cette confiance dans ces technologies d'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un sujet, la blockchain, sur lequel vous êtes penché? Plus que ça, même, j'ai produit un rapport pour l'Office parlementaire des choix scientifiques avec un collègue sénateur et un collègue député. Et on avait pris part au débat sur dans la loi Pacte pour pouvoir ouvrir la possibilité de financement alternatif à travers de la blockchain. Et on a construit même un parcours. Aujourd'hui, les questions de blockchain se posent encore, par exemple, sur la partie financement du terrorisme. C'est un sujet qui a été évoqué récemment par le ministre Bruno Le Maire. Maintenant, en ce qui concerne la confiance vient de la compréhension. Donc, c'est pas en rajoutant des couches technologiques qu'on va donner confiance à nos concitoyens. Si on leur dit la reconnaissance faciale sera beaucoup plus acceptable de notre part, de notre point de vue, parce que les données seront stockées sur une blockchain, je ne suis pas persuadée que nos concitoyens adhèrent à la question. Comme ça. Parce que la blockchain, c'est de hardware. Je veux dire, personne n'a expliqué à nos concitoyens comment fonctionnait Internet et à la limite, ils s'en fichent. Ce qui les intéresse, c'est les interfaces, qu'elles soient interactives, faciles d'usage et qu'elles ne créent pas plus de problèmes qu'elles ne résolvent. Donc, à partir de là, oui, la blockchain est un sujet, une technologie extrêmement intéressante. Il faut qu'on s'en saisisse en Europe. Il ne faut pas qu'on laisse passer le train. Il faut absolument stimuler et motiver les entreprises et donc ne pas les empêcher de fonctionner avec la législation. Et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose de sympa et attractif en France pour qu'elles développent le plus d'usages possible sur cette technologie. Maintenant, objectivement parlant, dire à nos concitoyens demain, n'ayez pas peur de la 5G, elle ne donne pas le Covid, et n'ayez pas peur de la rocofaciale, ça va bien se passer parce qu'il y a la blockchain. Je ne pense pas que ce soit un discours politiquement audible et acceptable parce que d'une part, quand on parle par exemple de reconnaissance faciale, la CNIL a été très claire. À partir du moment où il y a compréhension, acceptation de l'usager et décentralisation du stockage de la donnée, donc la blockchain peut intervenir à ce niveau-là, bah, il n'y a pas, c'est RGPD compliant. Donc à nous, aux entreprises, aux chercheurs, aux parlementaires, de se statuer sur acceptable, pas acceptable. Et ensuite faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens. Mais les craintes fondamentales, elles ne viennent pas de l'innovation à proprement parler, elles viennent du côté disruptif de cette innovation. Nous sommes en train de vivre un goulot d'étranglement comme l'exode rural à son époque. C'est-à-dire qu'on a une destruction massive de ce qu'on connaît, des bases, et une création de quelque chose de nouveau. Donc, il faut faire entendre aussi ça à nos concitoyens, ce qui n'est pas une évidence. Parce que quand ils entendent Startup Nation, quand ils entendent écologie, quand ils entendent mobilité verte, quand ils entendent intelligence artificielle, ce qu'ils entendent, c'est que leur boulot va disparaître, que leurs gamins, ils ne savent pas pourquoi ils font des études parce qu'on ne connaît pas les jobs de demain, et que potentiellement, demain, on sera tous au revenu universel parce qu'on sera remplacé par les machines. Donc, il est là le sujet, la crainte de la disruption, la crainte du changement radical. Ce n'est pas la crainte d'une techno en particulier, à part pour la partie éventuellement de 5G, et encore, il y a beaucoup de spéculations sur le sujet. Donc, la blockchain est une technologie intéressante. Elle est décentralisée, donc potentiellement permet l'acceptabilité du point de vue du stockage de la data pour que ce ne soit pas à un endroit unique et donc potentiellement corruptible. Mais de l'autre côté, aujourd'hui, les chaînes qui fonctionnent, elles sont la plupart du temps traitées
par les serveurs qui font du calcul dans les pays comme la Chine, par exemple, avec les fermes. Et donc, du coup, on a aussi la crainte potentielle de la corruption de ces chaînes de blocs par le mécanisme de 50+1. On ne va pas rentrer dans le problème de blockchain en détail, mais ça fait partie des innovations qu'il faut absolument maîtriser, sinon on va se faire dépasser. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si ça a été clair, mais c'était vraiment très clair et je voudrais vraiment vous remercier pour votre clarté. Hein. C'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si je me permets, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, je souhaiterais juste poser une question sur le… déjà, merci pour la conférence. Je posais une question sur le rapport de l'Union européenne, de la France avec les autres pays du monde. Parce que, disons que vous avez bien souligné dans votre conférence que l'éthique, c'est un problème, enfin, c'est un sujet qui n'est pas… Il y a une vision qui n'est pas universelle de l'éthique. Toutefois, l'éthique qui est implantée en Europe a sa valeur et pour qu'elle puisse vraiment marcher, il va falloir qu'on puisse interagir avec le reste du monde, faire en sorte que la technologie, une fois qu'elle est prête en Chine, aux États-Unis, peu importe, elle n'arrive pas en Europe, en France, et on est obligé de l'accepter telle qu'elle parce que de toute façon, on n'a pas été prêt. On n'a pas particulièrement au discours. Donc, comment vous envisagez ce rapport avec les différents pays qui sont en train de développer la technologie? Parfois plus vite que nous aussi. Souvent plus vite que nous. Alors, si vous voulez… Pas de vous dire ça. Il y a plusieurs sujets dans votre question, en fait. Donc, il y a le fait que l'éthique n'est pas la même, on va dire, d'un continent à l'autre. La vie privée aux États-Unis, la vie privée en Chine, la vie privée en Europe, ça ne veut pas du tout dire la même chose. C'est juste pour donner un exemple. Et donc, sa protection non plus ne veut pas dire la même chose. En Europe, on a déjà un certain nombre de dispositions quant aux produits qui pénètrent notre marché, c'est les normes CE. Et donc, du coup, sur les innovations, on a exactement le même travail à faire, c'est-à-dire la normalisation. Aujourd'hui, il y a une course à l'échalote quant à l'innovation. À qui sera le mieux doté, à qui sera le plus rapide. Le président Poutine a dit que si jamais, enfin, celui qui détiendra les clés de l'intelligence artificielle sera le maître du monde. Quand vous avez ce type d'homme politique qui dit ce genre de choses, en principe, il faut s'intéresser au sujet parce que ça veut dire qu'il y a une volonté d'influence fort. Même si nous sommes un territoire, le territoire européen, un tout petit peu en retard sur un certain nombre d'innovations. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de perdre notre souveraineté. Quand j'ai fait le rapport sur la donnée géographique souveraine, la souveraineté, je l'ai définie de la manière suivante. C'est ma définition et à la limite, elle est critiquable, mais en tout cas, il me semble que c'est une position qu'on pourrait adopter en Europe, c'est-à-dire que le fait d'être souverain ne veut pas dire savoir faire de A à Z. C'est pas parce que je ne sais pas construire un automobile que quand je l'achète, je ne suis pas souveraine dans ma décision. Par contre, je sais auprès de qui je l'achète. Je sais comment elle a été produite. Je sais quelles sont les normes qui sont appliquées. Et donc, j'achèterai plutôt un type d'automobile qu'un autre parce que je fais confiance plus à un constructeur qu'à un autre par rapport à l'éthique de sa façon de travailler. Et donc, c'est exactement le même principe pour l'innovation. Aujourd'hui, on a la possibilité de fixer un certain nombre de normes de ce qui est acceptable sur notre territoire et ce qui ne l'est pas. C'est déjà le cas sur les produits alimentaires, c'est déjà le cas sur les jouets, c'est déjà le cas sur les dispositifs médicaux. Il n'y a pas de raison qu'on ne normalise pas l'innovation, l'intelligence artificielle notamment. Donc, à partir du moment où on fixe une norme, il y a deux volets à la médaille. Il y a le fait qu'on interdise un certain nombre de dispositifs venant de l'étranger qui n'ont pas été
qui ne respecteraient pas la norme telle qu'on l'a définie en amont de venir sur le territoire et d'être vendus et d'être distribués. Mais il y a aussi le danger de brider notre propre innovation sur le territoire par ces normes d'éthique, par exemple. Mais pas que l'éthique, ça peut être les normes de développement, n'importe lesquelles. Et donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il faut trouver le juste équilibre dans la régulation et dans la normalisation, mais il faut impérativement les définir, ces normes. Sans quoi, demain, on aura des sujets suivants. Est-ce que vous voulez donner vos données de santé pour qu'ils soient utilisés par une intelligence artificielle qui posera le meilleur diagnostic? La réponse des Européens, sur le principe, c'est « je ne veux pas donner mes données, je ne veux pas être fliqué, j'ai l'impression d'être dépossédé ». Même si je raconte un petit peu ma vie sur les réseaux sociaux et sur Internet sans me poser de questions. Est-ce que, par contre, vous souffrez d'une maladie rare ou potentiellement grave et le seul dispositif qui pourrait être meilleur que l'humain, c'est un logiciel développé en Chine sur des données collectées dans une application d'éthique très différente de l'européenne? Bah, quand vous êtes mourant, vous prenez n'importe quoi. Quand vous avez le choix de vous faire soigner, vous vous en fichez un petit peu de savoir par quels moyens cette solution a été obtenue. Et donc, du coup, il faut trouver, encore une fois, le juste milieu et puis d'expliquer à nos concitoyens que on ne devrait pas accepter tout type d'innovation, pas de n'importe quelle manière, et c'est sous ces conditions-là qu'on pourra appliquer notre éthique sur ce qui se déploie sur notre territoire. Et donc, faire de la pédagogie, de la pédagogie, de la pédagogie, tout en permettant les espaces d'innovation sans normes, sans règles, aux entreprises qui le souhaitent. C'est comme ça qu'on a créé, par exemple, dans la loi mobilité, des bacs à sable pour que les entreprises puissent expérimenter leur innovation en dehors de normes, mais de manière très sécurisée, et qu'ils puissent, par exemple, tester les véhicules autonomes dans la vie réelle, parce que sans cette possibilité d'expérimentation, on ne saura jamais si on sait faire. Par contre, on subira les Tesla, par exemple, qui sont aujourd'hui les véhicules les plus présents en ce qui concerne les taxis dans les Pays-Bas. Merci beaucoup de votre réponse. Alors, on a également encore une autre question posée par l'un des participants. C'est donc, ne pensez-vous pas qu'une disruption portée par les Américains, par exemple, c'est la double peine, perte de son emploi potentiellement, mais aussi perte de richesse collectivement? Il ne faut pas se fixer de limite sur la nationalité d'une innovation, mais plutôt sur notre capacité à la maîtriser. Internet, ce n'est pas une invention française, ce n'est pas une invention européenne, même si on peut parler longtemps de la recherche fondamentale qui a contribué à un certain nombre d'innovations, au Minitel, où on était précurseurs, et je vous en passe des meilleurs. Mais n'empêche que le réseau lui-même est venu plutôt des États-Unis. Et les entreprises qui ont su utiliser ce réseau pour proposer des usages sont plutôt venues des États-Unis. Est-ce que pour autant, ça a fait perdre aux Français quelque chose? Certainement, mais ça a créé énormément. Aujourd'hui, la présence de ces entreprises et le déploiement de leurs solutions ont permis à énormément d'entreprises françaises d'innover, d'être plus productives, de se baser là-dessus pour lancer autre chose. Donc, il ne faut pas dire c'est chinois ou c'est américain ou c'est africain ou marocain. On s'en fiche à la limite.
Le tout, c'est de savoir comment ça a été fabriqué, qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas, et comment on veut le déployer auprès de qui, comment on protège nos concitoyens. Mais refuser une innovation par principe parce qu'elle a une nationalité, sachant qu'aujourd'hui, le business a rarement un passeport, surtout en ce qui concerne l'innovation et Internet, c'est très limité en termes de réflexion. Et je pense que toute innovation est potentiellement intéressante parce elle a des potentiels de développement positifs, toujours. Il y a toujours du négatif dans tout type d'invention. Et donc, il faut maîtriser le mieux possible la partie négative et développer le mieux possible la partie positive. Mais l'innovation est créatrice, définitivement créatrice, à terme créatrice. Et on peut aujourd'hui dire que l'intelligence artificielle va détruire un certain nombre d'emplois. Oui, alors c'est des emplois à forte valeur ajoutée intellectuelle, mais c'était quand même des emplois. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, c'est bon, ça y a une petite Parfait. tout va bien. Donc, c'est quand même des emplois qui sont, en tout cas, la façon dont le travail a été fait est un travail chronophage. Qu'est-ce qui va disparaître grâce à l'IA, par exemple? C'est les avocats qui passaient des heures et des heures à traiter du papier, de retourner, de chercher, et donc le logiciel le fera plus vite. Est-ce que, oui, ça fera peut-être moins de conseillers juridiques à former à terme, mais globalement, quand on fait des années d'études, est-ce que c'est pour passer ses nuits à brasser du papier qu'une machine calculerait plus vite? Je ne suis pas persuadée. Quand il s'agit, par exemple, du diagnostic médical, de la lecture d'une radio ou d'un scanner, oui, aujourd'hui, on a énormément de professionnels qui passent des heures et des heures à étudier, à comparer, à retourner les choses dans tous les sens. Demain, la machine, aujourd'hui déjà, la machine sait faire plus vite et parfois mieux parce qu'elle calcule plus vite. Est-ce que c'est malheureux pour autant pour celui qui aura son diagnostic plus certain, plus précoce, qui pourra être mieux traité? Je n'en suis pas persuadée. Donc, l'innovation, il faut l'apporter toujours du point de vue positif. Et ensuite, il fixer les limites quand on estime que ces limites, enfin que cette innovation porte atteinte à nos concitoyens. C'est pour ça que le président de la République a utilisé énormément cette formule, l'innovation pour l'humanité. Il faut que l'innovation soit au service de l'humain. Tant que c'est le cas, on est dans l'éthique, me semble-t-il. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, on a une autre question qui concerne cette fois-ci donc le domaine de la santé. C'est comment aborder toute cette thématique et ce sujet dans la santé, car la santé n'a pas de prix et souvent à ce niveau-là, on les empêche donc de guérir au nom de l'éthique. Et comment réussir à associer justement cette éthique de l'innovation dans le monde de la santé? Alors, moi, je ne suis pas une professionnelle de santé, donc je vais parler de manière prudente. Encore une fois, le monde médical est soumis à une règle très simple, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est quelque chose qui est très facilement compréhensible et qui est appliqué à tout. À une opération, à un médicament, à un dispositif médical, à un traitement, à tout, à la prise en charge. Donc, à partir du moment où les bénéfices pèsent plus lourd que les risques, on y va franchement. Quand il y a un équilibre, on appelle un collège pour se prononcer. Quand les risques sont supérieurs aux bénéfices, on ne tente même pas le coup.
Et je pense que l'innovation ne se soustrait pas à cette règle. On fait l'usage de l'innovation dans le médical à condition que le rapport bénéfice-risque soit bénéfique au patient, qu'il ait compris aussi ce qu'on lui appliquera et qu'il prenne la décision de manière éclairée. C'est aussi simple que ça. La santé n'est qu'un mode d'application de l'innovation. Alors, effectivement, on a tendance à la traiter de manière différente parce qu'on estime que c'est un sujet éminemment intime et qui n'a pas la même valeur que les intérêts mercantiles du business, n'empêche que les principes sont les mêmes. Quand on déploie quelque chose, on évalue les bénéfices et les risques. Alors, juste merci pour cette réponse. Et donc, il y a une petite précision par rapport à cette question, c'est qu'effectivement, le bénéfice donc, de l'individu, du coup, il est à comparer au risque pour la société si on dérive trop. Et donc, essayer de faire un peu finalement, mettre en avant ce bénéfice de l'individu par rapport au bien commun dans la société. Enfin, comment réussir à gérer justement cet individu dans le cadre global d'une société? Alors, pour le coup, là aussi, la réponse est simple. Autant que parlementaire, je ne travaille pas pour les intérêts individuels, je travaille pour l'intérêt collectif. Quand on fait une loi, on la fait pour tous. Donc, à partir du moment où on autorise le déploiement de quelque chose ou on l'interdit, ça s'applique à tous. Et donc, ceux qui ne le respectent pas, ils sont en dehors du cadre de la loi, donc ils sont potentiellement punissables par le code civil, le code pénal, et je vous en passe des milliards. Donc, si j'avais été une entreprise, on aurait pu s'interroger sur cette réflexion, mais autant que parlementaire, les choses sont extrêmement claires. Quand on autorise quelque chose dans la loi ou quand on l'interdit, on prend en compte uniquement l'intérêt collectif. Et l'intérêt individuel, il sera traité au cas par cas au travers de la décision qui a été prise et ce qui a été inscrit dans la loi. Mais certainement pas en amont dans la réflexion, c'est intégré en amont dans notre réflexion. Et pour le coup, le Parlement est souverain quant à la décision qu'il prend parce que le Parlement est représentatif de la nation et donc on part du postulat qu'on porte la voix de la nation. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je vais relaisser intervenir Ézéchiel qui souhaite reprendre un peu la parole. Donc, je pense que c'est bon maintenant. Si tu peux réintervenir, Ézéchiel. D'accord, merci bien Yacine. Je disais, visiblement, on doit aussi penser l'innovation technologique pour qu'elle ne nous lâche pas en cours de conférence. Donc, peut-être, j'ai cette fonction ingrate de vous signaler qu'il est pratiquement 20h55, il ne nous reste plus que 5 minutes. Et juste pour vous rebriefer aussi sur l'esprit de ce format d'une heure, ce n'est pas de brosser toutes les questions qui pourraient émerger de notre thématique, c'est surtout pour essayer d'instaurer en vous ces questionnements. Donc, du coup, vous pourrez entrer en contact aussi avec la députée qui serait bien évidemment ravie d'échanger de ces sujets avec vous. Et nous vous remercions encore de votre présence. Je crois que là, visiblement, il n'y a plus de questions, si je ne me trompe pas, Yacine. Oui, c'est bien ça. On allait conclure, du coup. Nous allions conclure, effectivement. Donc, je voudrais encore remercier Madame Valéria Faure pour cette présence. Merci de rester disponible, n'est-ce pas, pour nos éventuelles invitations. Et juste pour vous préciser, notre prochaine conférence aura lieu le 11 janvier. Celle-ci était la dernière de cette année 2020. Et nous allons toujours poursuivre nos réflexions autour des enjeux du numérique, des enjeux des innovations technologiques et précisément des enjeux de l'intelligence artificielle. Ceci dit, je vous remercie encore et je vais passer la parole à la députée si elle a un mot de fin à nous adresser. Écoutez, un grand merci. Oh là là, il y a un écho.
Un grand merci pour ces échanges et cette invitation. Le sujet, comme vous l'avez compris, est vaste et n'est pas simple à trancher. Donc, je suis ravie si j'ai suscité un certain nombre de réflexions individuelles, peut-être même collectives par la suite. Et je vous souhaite à tous et à toutes bonne fête de fin d'année qui, j'espère, pourront se dérouler sous meilleurs auspices du point de vue sanitaire. Et je me tiens à la disposition des associations qui m'ont invité ce soir pour continuer ces échanges riches.